Le face-à-face. Et oui, André Berkoff est en face-à-face aujourd'hui avec Régis de Castelnau, qui est avocat au barreau de Paris, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et que l'on connaît bien sur Sud Radio. Il participe aux émissions de Valérie Expert, et puis d'autres, et puis chez nous aussi. Et je dois dire que je suis content d'abord d'accueillir le camarade de Castelnau, qui a été longtemps l'un des avocats du Parti communiste français et de la CGT. Donc on ne peut pas l'accuser vraiment d'être d'un côté, puis il a été président de l'association France-Amérique latine. Je rappelle quand même, c'est intéressant parce qu'il a beaucoup soutenu à propos les causes des peuples victimes des dictatures, parce qu'il y a aussi la Pinochet et autres. Et il est enseignant, spécialiste en droit public, mais surtout, ce livre, je vais vous dire, c'est un livre vraiment important. C'est un livre qui s'appelle Une justice politique, et c'est un livre qui fait le compte et qui fait l'histoire de pratiquement 40 années de rapports entre les pouvoirs qu'avait défini Montesquieu. Et alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Régis de Castelnau, si le pouvoir, comme vous le dites quelque part, est devenu... si la justice, quelque part, est devenue, comme vous le dites ou le prétendez, la continuation de la politique par d'autres moyens, l'inventeur de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, doit se retourner 10 000 fois dans sa tombe. Oui, je pense que si vous voyez comment fonctionnent aujourd'hui nos institutions, le triste état dans lequel est la Constitution de 1958, dont je rappelle qu'aujourd'hui elle n'a plus que 30 articles sur 90 de ses articles initiaux, donc quand on parle de la Constitution voulue par le général de Gaulle, il n'en reste pas grand-chose, et effectivement on a déjà un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif qui ont fusionné, on a une chambre d'enregistrement. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a un troisième pouvoir qui doit être séparé, c'est la justice. Oui. La justice, c'est extrêmement important, c'est une structure, c'est un corps qui est organisé de la façon suivante. L'exécutif a l'autorité de poursuite, c'est lui qui poursuit, et l'exécutif, donc le gouvernement, le gouvernement, l'autorité de poursuite, c'est le parquet, par conséquent, le parquet, oui. Ne doit pas être indépendant, c'est la responsabilité démocratique du gouvernement et de l'exécutif. Et nous avons le juge qui doit être indépendant pour être impartial. C'est ça le problème. Il faut qu'il soit impartial. Il y a le parquet d'un côté et les juges de l'autre. Voilà. Et on les confond souvent en France, malheureusement. Et donc, ce juge, que l'on va appeler juge du siège, c'est son nom, il est là pour arbitrer les conflits dans une société, et il doit le faire avec impartialité. Or, qu'est-ce qui s'est produit depuis une trentaine d'années que j'ai décrit? Il y a eu plusieurs étapes. Qu'est-ce qui s'est produit depuis une trentaine d'années? C'est qu'on a assisté à une politisation de ce corps des magistrats qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une autorité politique. C'est devenu une autorité politique alors qu'il s'est d'abord spontanément mise au service d'Emmanuel Macron, qui est arrivé au pouvoir parce que son principal concurrent, qui était le favori de l'élection présidentielle, c'est-à-dire François Fillon, il a été disqualifié par une procédure judiciaire sur mesure. Procédure judiciaire dont j'espère que le livre démontre qu'elle avait des objectifs directement politique. Donc, ils ont choisi. Ensuite, ils ont été extrêmement complaisants avec Emmanuel Macron. Ils ont ménagé Benalla. Ils ont ménagé plein de gens, etc. Parce que il y a également cette l'entourage, en fait. Oui, exactement. Vous en parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Tout l'entourage. Richard Ferrand n'a pas à se plaindre. François Bayrou n'a pas à se plaindre non plus, etc. Sauf que aujourd'hui, on s'aperçoit que la question est un petit peu plus délicate. Elle est un petit peu plus délicate dans la mesure où, au mois de juillet dernier, Emmanuel Macron a décidé de choisir Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, qui est détesté par les magistrats, il faut le dire. Et depuis, c'est une partie de bras de fer. C'est une partie de bras de fer. Les magistrats, le corps des juges veut mettre dehors Éric Dupond-Moretti, ce qui est quand même, du point de vue de la séparation des pouvoirs dont vous parlez, extraordinaire. Mais Régis de Castelnau, vous parlez de Dupond-Moretti, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits, il n'y a pas des conflits d'intérêts avec l'avocat Dupond-Moretti et le ministre de la Justice? Alors écoutez, moi je crois qu'il faut revenir au droit. Fin de semaine dernière, on nous annonce ouverture d'une information judiciaire, conflit d'intérêts, etc. Attendez, conflit d'intérêts de quoi? D'abord, ça n'existe pas dans le code pénal, le conflit d'intérêts. C'est ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est lorsque un agent public, et en l'occurrence un ministre de la Justice est un agent public, prend des décisions publiques alors qu'il a des intérêts en même temps qu'il a des intérêts privés. On veut que la décision publique, et c'est normal, soit chimiquement pure. Il ne faut pas qu'elle soit soupçonnable. Normalement, le
Le problème, c'est que cette plainte est déposée, et je pèse mes mots, elle est déposée par des organisations syndicales de magistrats contre le ministre en exercice. Ces deux organisations syndicales n'ont aucun titre, aucune recevabilité à déposer cette plainte. Et ensuite, pour ce qui concerne le fond, Éric Dupond-Moretti était avocat, mais il ne l'est plus. Et donc, lorsqu'il devient ministre, il l'a fait, s'il y a des affaires qui seraient susceptibles, effectivement, de le considérer indirectement, c'est la fameuse enquête du parquet national financier contre les avocats, pour savoir qui avait éventuellement fuité l'information concernant Sarkozy et le fait qu'il était sur écoute. Oui. Outre que Dupond-Moretti a retiré sa plainte, c'est plus de problème, mais celui qui suit ce dossier pour le compte du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'a plus ce qu'on appelle la surveillance et l'administration de l'affaire. J'insiste, il faut qu'il y ait en même temps, vous avez un intérêt public que vous défendez, c'est votre mission, et vous pouvez avoir un intérêt privé. Je vais prendre un tout petit exemple. Mais attendez juste, Régis Castelnau, on ne va pas rester toute l'émission sur Dupond-Moretti, mais quand même, il a toujours son cabinet d'avocat. Non. Il a retiré, déjà à un moment d'ailleurs qu'il préférait aller au théâtre, et préférait sa vie médiatique. C'est pas un reproche que je lui fais, c'est un garçon talentueux, courageux. Voilà, c'est une belle réussite. Donc vous dites que ce n'est pas recevable, à votre avis? Ah non, elle n'est pas recevable. Il n'y a pas que les syndicats déposent cette plainte n'est pas recevable. Oui. Sur le fond, à mon avis, l'infraction n'est en aucun cas constituée. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'information judiciaire soit ouverte. C'est-à-dire qu'on met Éric Dupond-Moretti en difficulté. Parce que il sera jamais condamné. Ça, c'est mon opinion. Mais on va avoir des auditions. Exactement. Donc, la conséquence quand même, que je trouve assez extraordinaire, c'est que nous avons monsieur Emmanuel Macron qui choisit un garde des Sceaux. On peut trouver que ce choix n'est pas bon, mais c'est sa responsabilité. Et aujourd'hui, on le met devant une alternative. Soit vous le soutenez, vous le gardez, et on va lui faire la misère sur le plan judiciaire, la presse va nous accompagner d'ailleurs, soit vous vous en débarrassez, vous perdez la face. Et si vous le gardez, et donc que vous allez à l'affrontement avec la magistrature, excusez-nous, monsieur Macron, lui disent les magistrats, mais on a un peu de biscuit. Monsieur Colère, monsieur Ferrand, monsieur Bayrou, monsieur Benalla, monsieur Darmanin, on peut tout à fait s'occuper d'eux. Alors, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Non, mais ça veut dire simplement, à la Régis Castelnau, c'est intéressant, paradoxalement, la séparation des pouvoirs là-dessus existe encore avec la justice, puisqu'ils peuvent avoir une épée de Damoclès sur Macron. Alors qu'on disait que Macron a tout rempli, tous les pouvoirs maintenant sont dans les mains de Macron, y compris la presse. Mais alors, sauf qu'elle n'est pas dans la Constitution ni la Déclaration des droits de l'homme, la fameuse phrase de la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a point de constitution. Donc je considère qu'en France, on n'a malheureusement plus de constitution. Mais ce que je crois important, c'est que oui, on a pensé à un moment qu'il avait la magistrature à ses ordres, en partie. Et donc les trois pouvoirs avaient fusionné. Il y a des contradictions. Il y en a une belle avec Dupond-Moretti. Je crois qu'il a pensé au mois de juillet de l'année dernière faire un coup tactique en choisissant Éric Dupond-Moretti. Ça lui retombe dessus. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais ce que je constate, c'est justement cette volonté politique affirmée de la part des magistrats, et ça, je trouve ça très inquiétant. Oui, je comprends. C'est d'où votre titre, une justice politique, la politisation effectivement de la magistrature. Mais je voudrais remonter. Ça date de quand? Ça a commencé quand? Vous en parlez dans votre livre, mais je voudrais que vous le racontiez aux auditeurs du Sud Radio, à qui, encore une fois, je recommande vraiment de lire ce livre. Ça a commencé quoi? Dans les années avec Mitterrand, à peu près? Alors, il y a eu... Non, François Mitterrand, c'est les années fric. C'est les années, d'ailleurs, on a un écho avec l'affaire du Hamel, c'est les années un petit peu d'une forme de dépravation morale, financière, etc. Bien, donc il y a une réaction de l'opinion publique, et c'était la même chose en Italie, rappelez-vous. Mais en Italie, ils ont fait l'opération main moite. Manipulité. L'opération main propre. Ils ont foutu tout le monde dehors. En France, on a fait ce que j'ai appelé l'opération main moite, c'est-à-dire qu'on en prend de temps en temps, on le massacre, et il y a eu une alliance, un peu comme en Italie, mais pas avec la même brutalité, une alliance entre la magistrature et l'opinion publique. La magistrature qui, en France,
a une vieille tradition de soumission au pouvoir. Depuis Napoléon, on le sait. On l'a vu sous Pétain. Oui, notamment. Un magistrat qui a refusé de prêter serment. Et donc, on a quand même une tradition comme ça, et je l'ai connue personnellement. Donc ça a commencé à évoluer, et la magistrature s'est appuyée sur l'opinion publique pour s'émanciper du pouvoir exécutif, mais elle ne l'a pas fait en conquérant son indépendance pour devenir impartiale. Elle l'a fait en conquérant son indépendance pour justement devenir partiale politiquement. Partiale politiquement parce qu'aujourd'hui, et on le voit bien dans tout un tas de domaines, ces décisions sont souvent frappées au coin d'une idéologie. Je veux dire, on va pas... Vous parlez, attendez, il y a deux choses. Il y a le syndicat de la magistrature, dont on sait qu'il est nettement à gauche, mais il n'y a pas que le syndicat de la magistrature. Il y a l'union des magistrats, les autres ne sont pas tous des gauchistes invétérés. Non, mais si vous voulez, sociologiquement, la formation, l'école, etc., les couches sociales dont sont issus les magistrats font qu'il y a une grande sensibilité à une forme de gauche, entre guillemets. C'est pas une gauche directement politique, c'est culturel, etc. Bon, syndicat de la magistrature, oui, très militant, très orienté politiquement. L'union syndicale des magistrats, moi je l'ai connue dirigée par des socialistes. Donc, faut pas se raconter d'histoire. C'est plus modéré, c'est largement majoritaire, mais c'est quand même très proche du Parti socialiste. Donc, il y a eu cette politisation dans les années 90, etc. Alors, voilà, elle s'effectue. Il y a effectivement à ce moment-là des magistrats qui émergent, des justiciers, des Thierry Jean-Pierre, des Eric Alphen, des Eva Joly, etc., qui en profitent pour essayer de se faire un nom, de se faire une carrière. Il y a des gens, je pense à Renaud Van Humbeck, qui eux ont une vraie morale professionnelle, mais tous, tant qu'ils sont, ils sont militants, je dirais. Ils deviennent magistrats, et ils revendiquent d'ailleurs ces opinions. Ils ne se vivent plus et ils ne s'affirment plus comme étant là pour arbitrer les conflits entre l'État et les citoyens, entre les citoyens eux-mêmes, etc. Ils sont là pour faire passer d'autres idées, et là, il y a un vrai problème. Ils ne sont plus là pour dire le droit ou acter le droit, mais il y a des préférences, effectivement, et on l'a vu. D'ailleurs, on a reçu des magistrats qui disaient, mais effectivement, à l'école, on disait, défendez le faible et l'opprimé d'abord, etc. Il y a eu tout ça. Je voudrais juste, nous allons continuer à reparler après les infos, Régis de Castelnau, mais aujourd'hui... Est-ce qu'on peut dire que, en fait, juste un mot, la France, elle n'est plus... Enfin, la démocratie est chancelante, on peut dire ça, aujourd'hui? Écoutez, moi, je reviens au début 2017. Au mois de janvier, vous avez le candidat de droite, François Hollande n'a même pas pu se représenter, qu'on apprécie ou pas François Fillon, je ne l'apprécie pas personnellement. Bon, toujours est-il qu'il est à 24% dans les sondages et Emmanuel Macron à 16%. 47 jours plus tard, après une procédure acharnée contre lui, je n'ai jamais vu dans ma carrière une procédure se dérouler de cette façon, et je mets au défi un magistrat ou un avocat aujourd'hui de dire qu'il a déjà vu ça. La même chose. Et au bout de cette période, François Fillon. Opération François Fillon. Et au bout de cette période, on a Emmanuel Macron premier, et Marine Le Pen deuxième. Donc, je veux dire, c'est pas excessif de dire que au printemps 2017, c'est la magistrature qui a choisi le président de la République. Alors elle l'a fait par défiance vis-à-vis de Fillon, mais à mon avis, je connais bien mon milieu, mais parce qu'elle souhaitait l'avènement d'Emmanuel Macron, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a eu un ralliement politique et idéologique à Emmanuel Macron. On en reparle tout de suite avec Régis de Castelnau après les informations. Et avec vous aussi, chers amis auditeurs qui nous écoutez, n'oubliez pas que vous avez la parole à partir de 13h15. Évidemment, venez poser des questions à Régis de Castelnau justement sur cette magistrature qui a peut-être même choisi notre président de la République en 2017, une magistrature militante. Et puis vous pouvez revenir sur les autres sujets, les réseaux sociaux qui font semblant d'être neutres mais qui sont malgré tout des éditeurs de contenu. Réagissez aussi à ces sujets. 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les carottes sont cuites mais les hermines sont blanches. Heureusement, ce n'est pas fini tout cela. Une justice politique, un livre passionnant de Régis de Castelnau. Justement, Régis de Castelnau voudrait continuer à parler un peu de cette histoire. Donc on a dit voilà, donc les juges se sont affranchis.
ils sont politisés, en tout cas, il y a des buts politiques, et ce qui a fait qu'après, il y a eu, et je voudrais qu'on arrive à ça, les rapports. Alors justement, vous parlez, et vous dites, il y a quand même un monstre du Loch Ness, on croit que ça existe, mais ça n'existe plus depuis longtemps, le secret de l'instruction. Alors c'est extraordinaire. Vous parliez de la chronologie. Effectivement, dans un premier temps, ce sont les socialistes qui sont l'objet des offensives. Il y avait Thierry Jean-Pierre, qui ensuite a été élu sur une liste Philippe de Villiers, qui était très marqué à droite et qui a lancé toute une série de raids judiciaires. Du développement, etc. Alors il y a eu le carrefour du développement. Oh oui. Ouais. Il y a eu beaucoup d'horreurs dans les années 80. Il faut quand même le dire. Et ils avaient quelques raisons. Je pense l'opinion publique d'abord, et puis certains magistrats d'être un petit peu énervé. Cela étant, ça ne dispense pas de l'application des règles. Alors, ça a d'abord été dirigé contre la gauche, et puis ensuite, la droite, qui avait poussé, tout d'un coup, ça lui est retombé dessus, bravo. Et ils se sont retrouvés, surtout, on a essayé de pourrir les mandats de Jacques Chirac. Rappelez-vous, abracadabantesque, pchit, etc., etc. Et puis ensuite, alors, la cible principale, Nicolas Sarkozy. Alors, tant qu'il était président, il avait son immunité, donc on a tapé autour. Et puis, dès qu'il a été battu, dès qu'il a quitté la présidence de la République, il y a eu droit, je veux dire, je me suis permis dans le livre de qualifier un juge d'instruction de fournisseur officiel des mises en examen à Nicolas Sarkozy. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que les outils pour mener ce combat, ce sont parfois, je dirais plutôt très souvent, la violation de la loi. Le secret de l'instruction, qu'est-ce que c'est ? Secret de l'instruction, c'est quelque chose qui est destiné, c'est une règle très importante, qui est destinée à protéger la présomption d'innocence. Je rappelle que la présomption d'innocence protège d'abord les innocents. Faut pas, c'est pas une finasserie. Non, c'est très important. Toutes les règles du procès pénal sont là pour éviter que les innocents soient atteints. Donc, les magistrats ont pris la mauvaise habitude, je n'accuse personne nommément là, mais dans une espèce d'accord frauduleux avec la presse, ont pris l'habitude de violer le secret de l'instruction. C'est quand même extraordinaire. Regardez, par exemple, je prends l'exemple toujours de Fillon. Fillon, le Canard enchaîné publie l'article le mercredi matin à 9h. Oui, le mardi après-midi, on a déjà les copies. On a déjà les copies. Ouais. À 11h, le mercredi, le parquet financier, comme par hasard, ouvre une enquête préliminaire. Elle se déroule très rapidement, à une allure folle, etc. Et en fin de semaine suivante, Le Monde dispose déjà des premiers éléments qui n'ont pu être fournis que par les policiers chargés de l'enquête, soumis au secret professionnel et assermentés, et par les magistrats du parquet national financier. Naturellement, notre ami Fillon a déposé plainte pour violation du secret de l'instruction, et comme toutes les plaintes, elle a été rangée quelque part, même pas classée sans suite. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment jamais eu de condamnation pour violation du secret de l'instruction. Si, des avocats. Des avocats, sûrement. Parce que mais j'allais vous dire simplement, Régis de Castelnau, qu'il y a aussi des avocats qui violent le secret de l'instruction. Oui, absolument. Ils jouent ce rôle-là, mais ceux-là, il n'y a pas de problème. Je veux dire, dès lors que ça servait un certain nombre de campagnes, etc., de lynchage médiatico-judiciaire, parce qu'il faut savoir que le préjudice subi par les hommes publics, il est beaucoup plus de la mise en cause initiale que dans les sanctions quand elles arrivent. Encore que là, avec le pot Fillon, ça s'est nettement durci. Mais je voyais que Balkany, qui a un lourd passé certes, avait été mis en garde à vue très peu, puis il est ressorti sans aucune poursuite quelle qu'elle soit contre lui. Naturellement, toute la presse et tous les réseaux disent le voyou, ça y est, ça recommence. Rien. Donc, sur l'utilisation d'une violation de la loi, je trouve ça quand même très très grave, parce qu'on s'y est habitué. Alors, avec l'argument qui consiste à dire « Ah oui, mais attendez, si on ne peut pas violer le secret de l'instruction, les juges ne pourront pas avancer. » C'est pas vrai. Et puis, si vous dites « Voilà, écoutez, pour qu'on puisse instruire, il faut qu'on viole la loi », on a un problème. Le juge, il est là pour faire respecter la loi, justement.
pour sanctionner ceux qui la violent. S'il commence par la violer lui-même, c'est la pire des corruptions. Moi, je trouve ça effectivement difficilement acceptable, cette accoutumance qu'on a eue vis-à-vis du secret de l'instruction qui permet d'instrumentaliser les procédures. Parce que moi, quand j'ai commencé ce travail, ce qui me choque, c'est l'instrumentalisation des procédures pénales à des fins politiques. Oui, c'est ça. La justice, ça sert à quoi? Livre, ça, oui. Ça sert à quoi la justice? Ça sert à appréhender des faits, à les établir, et s'ils sont établis, à punir ceux qui les ont commis. Donc, et pour ça, il y a toute une mécanique. Mais si on lui dit « Ah non, attendez, la justice, c'est là pour nous débarrasser d'un homme politique, la justice, c'est là pour faire la critique de la gestion de la pandémie par le gouvernement alors que le Parlement ne l'a pas fait, si elle est là pour faire son deuil, si elle est là pour se faire reconnaître le statut de victime, ce ne sont pas ses objectifs et ça ne peut se faire qu'au détriment du respect des règles. Dès lors qu'on a des objectifs politiques et qu'on veut affaiblir quelqu'un, Nicolas Sarkozy a été une cible politique principale, bien évidemment, on va trouver normal de violer Mon cher maître, vous avez tout à fait raison. Le problème, simplement, c'est qu'on a changé d'époque et on a changé de monde. Ce que vous dites était peut-être vrai, et je ne dis pas que c'est légitime. Simplement, aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec les réseaux sociaux et autres, n'importe quel maillon de la chaîne qui connaît une affaire peut aller poster cette affaire. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce n'est presque plus le secret de l'instruction, c'est comment l'encadrer. À partir du moment où il y a une chaîne greffier, avocat, police, magistrat, etc., chacun de ces membres, et ça fait du monde, chacun de ces maillons peut à un moment donné aller poster sur Twitter ou Facebook ou Snapchat ou je ne sais pas où, sa petite révélation. Oui, mais si la loi était respectée, si la jurisprudence était sévère, je vais prendre juste une petite histoire. Vous avez la fameuse affaire Bettencourt. Pas Ingrid, pas la militante que le juge d'instruction gentil avait confondu. Il avait vu son nom sur l'agenda de Nicolas Sarkozy et il avait confondu avec. C'est pas la même orthographe en plus. Bon. Oui, absolument. Dans l'affaire Bettencourt, vous avez un avocat qui va voir Madame Bettencourt qui est âgée et qui a une conversation avec elle. L'avocat de Madame Bettencourt, secret professionnel. Le majordome indélicat enregistre les propos. Oui, il a mis un magnétophone sous la table. Sous la table. Cet enregistrement est publié par Mediapart. Vous avez une violation du secret professionnel des avocats, quelque chose de fondamental. Allez, essayez ça en Grande-Bretagne, vous aurez des gros soucis. Eh bien, la Cour de cassation a trouvé ça formidable. Elle a dit que c'était une information, que il fallait pouvoir... Enfin, j'ai plus les termes exacts. C'est-à-dire que le secret professionnel des avocats, qui a d'ailleurs été anéanti en France par d'autres jurisprudences, mais là, on a un bon exemple. Il fallait pouvoir mettre en difficulté Nicolas Sarkozy, qui était la cible principale. On avait pris l'affaire Bettencourt en otage, qui est une affaire de captation d'héritage tout à fait de famille, c'était du Mauriac. Toujours est-il que pour pouvoir nourrir cette affaire, on n'hésitait pas et avec une approbation de la Cour de cassation, n'hésitait pas à prendre des mesures que je considère comme profondément liberticides. Si vous êtes fatigué, votre avocat vient chez vous pour discuter, recueillir vos confidences d'une affaire, et que quelqu'un, enregistre ça, et va... Attendez, quelle confiance vous pouvez faire à l'avocat? C'est un peu comme les écoutes téléphoniques entre un avocat et son client. Mais exactement. Même chose. Enfin, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de l'affaire que je ne sais pas comment appeler, Azibert, Bismuth, Paul Bismuth et compagnie. Où effectivement toutes les conversations... là, la Cour de cassation a trouvé une astuce extraordinaire. Nicolas Sarkozy, pour l'affaire libyenne, a été mis sur écoute pendant 8 mois. C'est ahurissant. Il est le patron de l'opposition politique, mis sur écoute pendant 8 mois. Et donc, dans ces écoutes, on entend des conversations avec son avocat. L'avocat, il se doute. On dit qu'il y a eu des fuites, il n'y a pas besoin de fuite. Vous discutez avec des avocats pénalistes, il n'y en a plus un seul qui parle à ses clients au téléphone. C'est fini depuis longtemps. Faites-moi confiance. Et quand ils les reçoivent chez eux, ils demandent aux clients de laisser le téléphone dans la salle d'attente. Bon. Toujours est-il que
Thierry Herzog avait voulu avoir un téléphone qu'il pensait de façon un peu ingénue, qu'il le pensait protégé en sécurité. Crypté. Il s'est fait piquer tout de suite. Hein. Et donc, il y a eu des conversations entre lui et son client habituel. Il est dans toutes les affaires, l'avocat habituel de Nicolas Sarkozy. Eh bien, la Cour de cassation a dit « oui, mais comme il n'était pas encore mis en examen, c'était pas vraiment son avocat, donc on peut écouter et transcrire ces conversations. C'est-à-dire qu'il suffit pour le juge d'instruction de retarder la mise en examen, puis il peut tout écouter. Enfin, écoutez, c'est invraisemblable, quoi. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. On se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite. Et n'oubliez pas que c'est à vous de prendre la parole. 0826 300 300. Vous pouvez réagir justement à cette justice politique ou justement aussi aux réseaux sociaux qui ne sont pas si neutres que ça. Et puis tous les autres sujets, évidemment, abordés par André Berkoff. La fin des auditions à l'aveugle pour instituer une discrimination positive. L'andouille de Vire. Est-ce que vous aimez ça? On vous attend sur tous ces sujets. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et ça continue de débattre justement dans le studio de Sud Radio entre André Berkoff et Régis de Castelnau. Je rappelle son livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et puis vous aussi, vous voulez prendre part au débat et donner votre opinion. On donne tout de suite l'opinion justement et la parole à Louis de Saint-Maur. Bonjour Louis. Oui, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comme à l'école ou dans les réunions d'assemblée, je vais vous demander de combien de secondes je dispose. Oh, écoutez, vous disposez. Vous savez, c'est pas un nombre de secondes, c'est qu'évidemment, comme vous le savez, Louis, il y a beaucoup d'auditeurs, mais il n'y a pas de problème, on ne fait pas de comptage. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de comptage. Alors, voilà. Je vais faire bref mes dents, si j'espère. Allez-y. Alors, 3 points importants sur le climat en France qui n'a rien à envier à ce qui se passe aux USA aujourd'hui, et qui est caché, bien entendu. Oui. Il y a une évolution de la censure et de la manipulation sournoise de l'info sur le pass, que tout le monde a observé, et surtout vous. Et je voudrais aborder 3 exemples. Allez-y. Tout d'abord, un exemple extraordinaire, magnifique et récent, que je n'avais jamais vu sur BFM TV. Le 7 janvier, après les événements du Capitole, à 1h08 du matin, je suis quelqu'un qui travaille tard, l'officiant de cette chaîne, M. Maxime Switek, reçoit un auditeur qui est un représentant des, comment dirais-je, en France. Des démocrates ou des républicains Des républicains. D'accord. Qui s'appelle M. Eric Swan. D'accord. M. Eric Swan est donc invité à parler, il s'exprime et aborde malencontreusement le sujet des doutes sur la véracité de l'élection, en supposant qu'il peut y avoir des fraudes. Des fraudes, oui. Et un certain nombre d'irrégularités. Monsieur Switek, petit officiant et employé du bureau de la chaîne, vous m'excuserez ce terme, que je connais très bien pour beaucoup d'émissions, interrompt Monsieur Swan d'une façon totalement insolente. Et lui dit, monsieur, la déontologie de la chaîne ne me permet pas de vous laisser continuer, ordinaire, alors que M. Swan avait des propos tout à fait objectifs, sereins, et à mon avis argumentés, mais ça, M. Switek ne le fait pas, et lui coupe le sifflet, d'une part, et la visio, d'autre part. En même temps. M. Swan a juste le temps de dire merci la censure à BFM-TV. Premier exemple. Allons-y, second exemple. Le second exemple porte sur le défilé des VRP, médecins et autres épidémiologistes sur les chaînes. Tout à l'heure, mais ça c'est normal, hein, tout à l'heure sur votre chaîne, un monsieur Barbu avec Valérie Expert qui exerce un diktat sur une malheureuse interlocutrice en disant il faut se vacciner, c'est quasiment un ordre qui lui intime. Deuxième modèle, ça c'est pour mon deuxième exemple de modèle, Monsieur Blachier, le VRP qui parade sur les plateaux de télé et qui, entre autres, dit aux retraités, hein, beaucoup de ces retraités au moins aussi intelligents que lui, au moins égal ou supérieur, que ce sont des enfants gâtés
qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, c'était mon deuxième exemple. D'accord. Troisième exemple, allez-y, comme ça. Troisième exemple totalement différent, mais sur lequel j'attire votre attention. Il y a une liste considérable d'exemples du même type. Non, je sais, mais c'est déjà très parlant. J'abrège quelque chose de très important sur l'information et son historisation. Parmi les chaînes qui ont une gestion a posteriori des émissions complètes et exhaustives, vous en faites partie, il y a encore France Inter, encore quelques chaînes comme ça, eh bien, vous pourriez observer, ce qui serait vraiment digne d'être signalé au CSA, mais je pense que ça n'a pas été, c'est que France Info, là, quand même une des chaînes qui a pignon sur rue radio, depuis 3 à 4 ans, 3 ans environ, n'a plus aucun historique, sauf un intraday, lequel lui-même est très difficile de manipuler, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous allez sur un historique le lendemain, la totalité exhaustive de l'information sur le vif, avec tout ce qu'elle représente d'intéressant, a totalement disparu. Vous n'y trouvez plus que des extraits soigneusement expurgés, orientés et nettoyés avec Merlène. Ok. Louis, non, très bien, vous avez donné 3 exemples. Et justement, je voulais rebondir là-dessus avec Régis de Castelnau, parce que dans son livre, il parle beaucoup justement des rapports de la justice et des médias, et du rôle que donnent ces médias dans tel ou tel procès, telle ou telle accusation. Alors, Régis de Castelnau, par rapport aux exemples que vient de donner Louis, et effectivement qu'on peut entendre là ou là, exemple de censure, exemple travestissement de l'information ou omission, c'est devenu aussi monnaie courante. Alors, si vous voulez, le problème, c'est celui de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un principe absolu, liberté d'opinion absolue. Liberté d'expression, elle peut être limitée dès lors qu'il y a un intérêt supérieur qui le permet. Et disons que la censure ne peut s'effectuer la sanction de l'excès ne peut s'effectuer que par le juge. C'est ça, le principe absolu. Donc, dans votre émission précédente, on s'aperçoit que c'est complètement battu en brèche pour tout un tas de raisons. On va pas revenir dessus. Mais effectivement, la justice a un rôle important à jouer. Et en particulier, je pense à ces médias, parce qu'on donne l'exemple de France Inter ou de la radio-télévision publique. Monsieur Louis, que nous payons, vous et moi, et qui, par la loi, a une obligation de pluralisme qui n'est absolument pas respectée. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le CSA ne fait pas son travail. Et deuxièmement, lorsqu'il y arrive qu'il y ait des juridictions qui soient saisies, elles ne sanctionnent pas. Ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est un non-respect de la loi. Alors, il y a ces obligations, le service public, qui lui sont spécifiques, renforcées par rapport à tous les autres médias. Puisqu'on paye les autres médias. Ce que vous avez décrit concernant ce représentant du Parti républicain américain ainsi censuré devrait faire l'objet d'une procédure CSA, c'est évident. On peut avoir des opinions diverses sur ce qui s'est passé aux États-Unis, sur la question fraude, pas fraude, etc. Il y a eu beaucoup de débats, et c'est assez normal qu'ils aient lieu, mais on n'a pas le droit, enfin le journaliste, de dire, écoutez monsieur, en plus qui représente un parti, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais d'où sort-il ? Qui est-il pour oser dire ça ? Oui, notre déontologie nous empêche d'entendre ça. Non, mais c'est extraordinaire. Mais j'avais vu déjà, d'ailleurs, au moment de la sortie du documentaire Hold Up, on doit pouvoir censurer a priori dès lors qu'on considère qu'il y a un mensonge. Non. C'est a posteriori. On ne peut pas censurer a posteriori s'il y a eu effectivement un excès d'utilisation de la liberté d'expression, mais la diffamation ou l'injure, par exemple. Mais ça doit se faire a posteriori. Et on a vu ce glissement, que je considère un peu comme totalitaire, on a vu ce glissement vers un contrôle a priori par des structures qui défendent des intérêts particuliers, et parfois des intérêts privés ou des intérêts publics confisqués, comme c'est le cas du service public. Alors, sur la question du rôle de la presse par rapport à ces procédures judiciaires. On en parle juste après cette petite pause. On en reparle. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et dans tous mes États et dans tous nos États, auditeurs de Sud Radio, évidemment, on est toujours avec Régis de Castelnau et son livre Justice politique. Justement par rapport aux questions que posait lui et que se posent beaucoup de nos auditeurs et beaucoup de Français. Au fond, est-ce que le couple justice presse, ou justice, pardon, média, disons-le, n'est pas devenu un couple qui, quelque part, pour moi, a son utilité, parce que quand on essaie d'enterrer des dossiers, c'est peut-être pas mal, effectivement, que ces dossiers paraissent et surgissent, mais d'un autre côté, et que, effectivement, et vous parlez de ce que dit Pierre Péan par rapport à Mediapart et autres, est-ce que de notre côté, effectivement, cette complicité ne peut pas tourner à une espèce d'association qui fonctionne effectivement, je te donne cette information, tu me donnes la tienne, etc. Séné et rhubarbe. Alors, c'est une vieille histoire, hein, le couple infernal. Depuis le début des années 90, il fonctionne comme un couple infernal. Mais, faut pas oublier qu'il y a des contradictions de part et d'autre, hein, dans la presse. Et je vais prendre des exemples tout récents. Dans la presse et dans la magistrature, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et puis ensuite, il faut savoir que ce sont un certain nombre de magistrats identifiés par parquet national financier, pôle d'instruction, qui sont des magistrats militants en général, hein, qui ont d'ailleurs été nommés là pour ces raisons-là. Hein, c'était le système Hollande. Quand il a créé le PNF, il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc, et en face, on a quelques organes de presse. On a Libération et Le Monde qui sont effectivement d'accord pour lancer la chasse au Fillon, lancer la chasse au Sarkozy. Auparavant, c'était Chirac, etc. Donc, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Regardez, je vais prendre l'exemple de Bernard Tapie. Ouais. Bernard Tapie, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un ruffian talentueux qui a fait à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Ben, on peut pas ne pas bien l'aimer. Il est courageux, il affronte sa maladie, c'est assez exceptionnel, quoi. Hein, c'est un battleur, quoi. C'est un battleur avec une énergie, un talent fou. Bon, il n'empêche quand même que il s'est passé beaucoup de choses, mais que dans l'affaire du Crédit Lyonnais, ça c'est mon opinion, je l'ai étudié de près, il avait raison. Il avait raison. Je le dis aussi parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Et dans cette affaire Adidas, il avait raison. Il avait raison. Bon, donc, mais lorsque il souhaite avoir un arbitrage, peut-être qu'il a des coups de pouce politiques, c'est possible. Toujours est-il que l'arbitrage se déroule normalement. Et que, vu les enjeux de l'affaire, il touche beaucoup d'argent. Alors, naturellement, vie, scandale, etc., etc. Et opération politique. Quand Hollande arrive au pouvoir, ils ont l'objectif de casser ça, hein, parce que Tapie s'était rapproché de Sarkozy, etc., etc. Donc une fois de plus, Sarkozy en cible principale, lui, il y a droit à chaque fois, hein, et Tapie en otage. Et moyennant quoi, on lui casse l'arbitrage, on le met en garde à vue, en examen, etc., etc. Toujours les mêmes magistrats instruisent le dossier et il est renvoyé en correctionnel. On a eu des informations dans la presse, on a eu des articles orientés, etc., dans la presse parisienne, s'entend, hein, dans les organes centraux, et les autres suivent parce que il y a les dépêches AFP, parce qu'on est un peu paresseux, parce que c'est un peu les moutons de Panurge. Et quand ça vient à l'audience, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas grand-chose dans le dossier. Et pour peu qu'il y ait un excellent avocat qui défende Bernard Tapie, le tribunal il dit relax. Il dit relax, il dit attendez, toute cette histoire, hein, ça tient pas debout. Et il prononce la relaxe. Alors, ils ont hésité un petit peu à faire appel. Hein, Belloubet, qui sait très bien de quoi il s'agit, que tout ça est une opération téléguidée politiquement. Elle est socialiste, ou elle était socialiste. Nicole Belloubet, elle savait très bien d'où ça venait. Par conséquent, ils ont fait appel et l'affaire sera à nouveau examinée en mars. Autre chose avec l'affaire Azibert. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avec l'affaire Azibert ? Corruption, la première fois, des termes très forts. Un magistrat que Sarkozy avait très fort, etc. Oui. Des termes, on a l'impression qu'il y a des milliards qu'on volait, etc. Et tout. Puis le jour où ça vient à l'audience, les journalistes, les chroniqueurs judiciaires disent « Mais attendez, il n'y a rien là-dedans ». Il se trouve que c'est le même avocat qui a démantibulé le dossier de Sarkozy et le dossier concernant Nicolas Sarkozy. Et on s'aperçoit que c'était creux. Et y compris Libération
Et le monde dit, ah bah oui, mais quand on veut taper sur le roi, il ne faut pas le rater. Donc là, c'était... Bon, ceux qui continueront toujours, parce que c'est leur boulot, hein, c'est Mediapart qui continueront à dire et à poursuivre, puisque dès le début, ils ont été mandatés pour ça. Donc, effectivement, il y a des contradictions. Le couple infernal, il existe. Je vais dire que, pour résumer, il résulte d'une espèce d'alliance à un certain niveau, avec une poignée de magistrats, une poignée de journalistes, un peu toujours les mêmes, hein, et derrière, la presse suit parce que ça fait vendre, ça fait scoop, etc. Oui, puis, il suffit d'un article sur la mise en garde à vue de Balkany et il y a eu 200 relais, papiers, etc. Et derrière, voilà, c'est un système... À mon avis, qui commence à trouver ses limites. Hein. Oui, et puis heureusement, comme vous dites aussi, il y a des contradictions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne marchent pas dans ce genre de combine. Allez, on retourne au standard, 0826 300 300. Et on file à la capitale, comme on dit. On va donner la parole à Raphaël de Paris. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour Guy, bonjour à Monsieur André Berkoff, et bonjour à ton invité. Alors j'ai écouté Pascal Bruckner faire une analyse très subtile d'une partie de l'opinion américaine, et en l'occurrence les démocrates et les réseaux sociaux, suite à l'élection de Trump et à ce qui s'est passé récemment au Capitole. Bruckner, il fait un lien avec la France, et je trouve ça très très intéressant. Il explique pourquoi ces gens-là ne comprennent pas notre laïcité et pourquoi il y a un désamour à l'égard de la France. En gros, pour eux, Trump, c'est Hitler. Et Marine Le Pen, c'est sa sœur jumelle. Ce qui les terrifie, c'est que nous ayons un parti comme le Rassemblement National qui peut arriver au pouvoir. Et pour eux, l'élection de Macron, ça a été un soulagement. Le drame, et c'est ce qui les rend complètement fous, c'est comment chez eux, 7 mois avant les élections françaises, ils ont pu élire, donc les Américains, Trump. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas laissé tranquille durant 4 ans et qu'ils surréagissent de façon aussi délirante. Enfin, comparer ce qui s'est passé au Capitole avec la nuit de cristal, mais c'est une folie complète. Et le pire, c'est qu'ils sont persuadés que Trump égale Hitler. Et moi, de mon côté, j'étais peut-être un peu tiède, mais je commence à prendre conscience de plus en plus de la puissance des réseaux sociaux. Je n'en avais pas conscience encore, je n'avais pas conscience qu'ils étaient aussi puissants. Mais enfin, supprimer le compte d'un président des États-Unis, c'est affolant. Et j'ai en même temps, samedi, si vous avez l'occasion, vous y allez, c'est en podcast, et vous écoutez l'émission Réplique de Alain Finkielkraut qui avait invité Pascal Bruckner et un journaliste américain. Mais c'était un langage de sourds. Ce monsieur qui est un journaliste, je crois qu'il est correspondant en France, il continue à dire les mêmes choses. Pour lui, ce qui s'est passé au Capitole, c'était une tentative de prise de pouvoir par Hitler. Et il dit, mais vous êtes fous, vous accordez une importance considérable à ce qui se passe en France, sous-entendu les attentats terroristes, et que vous ne voyez pas le danger qu'il y a, le véritable danger que vous avez avec eux. Oui, surtout que, non mais on en a parlé effectivement, et vous avez raison de le rappeler, on en a parlé dans toute la première partie de cette émission. En 2 mots, c'est très simple. On a vu effectivement, Trump est élu depuis 2016. On a vu qu'en 4 ans, ce qu'a fait Hitler-Trump pour l'Amérique. C'est très intéressant. Ça a été exactement Hitler en 33 et 37. Non, mais vous savez, à un moment donné, le délire atteint de telles dimensions, excusez-moi, qu'on ne peut même plus. Il n'y a même pas la peine de discuter, c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez, on peut discuter des opinions, on ne peut pas discuter de fantasmes ou de délire, malheureusement. En tout cas, Raphaël, on est tout à fait d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, on va rester dans les environs de Paris, puisqu'on va dans les Yvelines, et on va donner la parole à Catherine. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour, Catherine. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Clémence, bonjour Maître de Castelnau et bonne année à tous. Merci, moi aussi. Oui, je voulais revenir sur une affirmation que vous avez eue tout à l'heure concernant les magistrats qui ont prêté le serment d'allégeance à Pétain. Je pense que vous faisiez en particulier référence à Paul Didier, qui est le seul qui n'a, enfin officiellement en tout cas, qui a refusé de prêter ce serment. Je voulais signaler, alors c'est à ma connaissance maintenant, je le livre à votre sagacité, il y en a eu 2, René Parodi et Maurice Roland,
qui, bien qu'ayant prêté ce serment, était engagé dans la résistance. René Parodi, donc, était substitut au tribunal de la Seine, qui a été torturé et qui est mort donc sous la torture sans parler. Et tous les deux, donc Maurice Roland et René Parodi, ont été faits compagnons de la libération par De Gaulle. C'est bien de le signaler. Merci madame. Je suis très contente de votre remarque. Alors c'est un peu de la méchanceté de dire qu'il y en a eu qu'un seul qui a refusé de prêter serment, mais il y a eu des magistrats et 2 compagnons de la libération, c'est clair, et qui se sont, je veux dire, dont Parodi qui est mort pour sa patrie. Il fallait le rappeler, c'était indispensable. Allez, continuez de nous appeler au 0826 303 500. Venez débattre et rappelez-vous, on parle vrai sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais les carottes ne seront jamais cuites dans Berkov dans tous ses états parce que vous êtes là, parce que Régis de Castelnau est là, on est tous là et vous continuez de nous appeler. On donne tout de suite la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Oui, bonjour Berkov, bonjour Clémence et bonjour à Régis de Castelnau. Bonjour. Écoutez, je voulais intervenir sur ces sujets qui sont extrêmement passionnants. C'est à faire rapide parce que il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent et qui amènent à un même problème. Effectivement, les réseaux sociaux, on voit qu'ils ont quand même réussi à débunker, à casser Trump. Ça, c'est une réalité aujourd'hui que personne ne pourra nier. Donc, on se rend compte quand même que arriver à casser un homme qui est encore au pouvoir, à le retirer des réseaux sociaux, quand on voit qu'ils sont capables de faire, on se dit qu'ils sont capables de faire ça. Alors qu'est-ce que c'est d'un homme politique ou d'une femme politique qui veut se présenter au suffrage universel? Ça, c'est quand même la première chose. Et également, je voulais dire une chose. Il ne faut pas oublier quand même récemment, alors on le cite, on peut dire que ça a de l'importance ou pas, M. Attali qui avait déclaré qu'il fallait supprimer les réseaux sociaux. C'est quand même très inquiétant et c'est dire si... Ah bon, il a dit ça? Il a dit ça? Il avait dit ça il n'y a pas très longtemps, vous pouvez le retrouver, c'est en novembre 2020, donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Deuxièmement, je considère effectivement qu'on a une justice aujourd'hui aux ordres. On le disait il y a encore quelques années, on se faisait traiter de complotistes ou autres. Aujourd'hui, visiblement, je ne suis pas spécialiste du droit, mais visiblement c'est ce qui se dit officieusement. Également, la forme de corruption généralisée qu'on peut constater avec le Covid dans tout ce qui est médical, placement de vaccins, etc. Ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Monsieur Castelnau, vous le rappeliez sur la partie des médias du CSA qui fait pas son job et qui en gros contrôle d'une certaine façon la vraie opposition politique. Et enfin, ce qui se rejoint également, la complicité et la duplicité des 3e et 4e pouvoirs, c'est-à-dire de la justice et des médias. Si vous ajoutez à ça ce que veut faire M. Macron, à savoir le fichage politique syndical vaccinal dans des fichiers, vous arrivez dans peu de temps, moi je donne pas cher de la démocratie française, à mon avis on arrivera au crédit social à la chinoise qui existe déjà sur place, c'est-à-dire que vous avez 200 millions de caméras, une caméra pour 7 habitants, et puis dès lors que vous vous comportez pas correctement, que vous traversez pas correctement au feu, etc., vous pouvez plus prendre l'avion, vous pouvez plus faire ce que vous voulez, vous êtes fiché. Donc là on est tout droit, clairement, si les Français ne se réveillent pas, je pense qu'on arrive tout droit vers une dictature, alors peut-être pas du niveau de la Chine, mais enfin qui s'en rapprocherait très fortement. Alors, Julien, tableau peut-être pas apocalyptique, mais quand même assez fort, Régis de Castelnau. Alors, il dit justice aux ordres, il dit est-ce qu'on ne va pas vers une... Allez, pas la Chine, bien sûr, mais est-ce qu'on ne va pas fichage et compagnie? Mais je voudrais justement que vous réagissiez par rapport à votre livre aussi, et vous, Régis, est-ce que franchement on peut parler, ou c'est exagéré aujourd'hui, d'une justice aux ordres? Non, elle n'est pas aux ordres, la justice. Elle a son autonomie politique, et c'est grave. Personne ne l'a élu. Les étudiants Bac plus 5 rentrent à l'École nationale de la magistrature pour 3 ans. Ils sont ensemble, c'est très endogamique, et ils sortent à 25 ans, 26 ans avec un permis de juger. Ils sont entre eux, ils vivent entre eux, etc. Et donc, aujourd'hui, ils sont politisés, ils considèrent qu'ils ont des prérogatives politiques. Et ça, c'est un problème. C'est plus grave qu'une justice suspendue à la politique. Une courroie de transmission, ça j'ai connu, il y en a eu, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Et je vais prendre un exemple. Qu'est-ce qui nous garantit que dans cette année préélectorale, les magistrats qui viennent de lancer une offensive contre Emmanuel Macron, qu'ils ont beaucoup soutenu et qu'ils ont fait élire, qu'est-ce qui nous dit que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas la tentation de liquider les candidats qui ne leur conviennent pas? Je peux vous dire qu'il y a 2 candidats actuellement déclarés, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Ils sont tous les 2 dans le tuyau.
Hein, il y a contre tous les deux des procédures judiciaires et il peut se passer n'importe quoi. Mais ensuite, admettons qu'il y ait un candidat et une alternance qui ne leur conviennent pas. Derrière, avec ce qui se sont permis, qu'est-ce qui vous dit que qui lancent des enquêtes, des procédures, etc. Ils n'essaieront pas de mettre en cause à partir de leurs propres convictions politiques, de leur propre vision des choses que l'on retrouve. Alors, on a parlé de laxisme. J'ai changé d'avis là-dessus. Moi, je trouvais que c'était une accusation qui était sur le laxisme vis-à-vis de la violence des quartiers, etc. Je la trouvais excessive. Je la trouve moins excessive aujourd'hui. Il y a une espèce de vision un peu irénique, un peu ingénue de tout ça, hein, qui se marie avec cette volonté d'instrumentaliser leurs procédures contre les politiques qui ne leur conviennent pas. Je veux dire, on va reparler une nouvelle fois encore de Nicolas Sarkozy. Effectivement. Alors, il a fait tout pour qu'il le déteste, hein, quand il est traité de petit pois sans saveur. Petit pois sans saveur. Et puis, enfin, je ne sais pas, on va pas discuter sur Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il avait aussi des choses à se faire reprocher ou pas Jusqu'à présent, André Berkoff, on a essayé dans l'affaire Bettencourt, non-lieu. On a essayé dans le Sarcoton, non-lieu. On a essayé dans, je ne sais plus quel autre encore, non-lieu. Le paiement, vous savez, le paiement c'est vrai qu'on lui a tout fait de l'amende. Là, ouais. on lui a fait à Zibert. Je ne sais pas quelle sera la décision du 1er mars, mais je vois difficilement, compte tenu de ce qu'il y a dans le dossier, de ce qu'enfin on a vu avec l'audience, je ne sais pas ce qu'il en sera. Dans l'affaire Big Malion, qui a commencé et qui commencera enfin vraiment activement au début du mois de mars, il est poursuivi pour le dépassement pour lequel il était pour rien, qui a fait invalider son compte à l'époque de 300 000 euros. Donc, je ne vois pas comment il peut être condamné. Alors, donc vous dites qu'aujourd'hui, est-ce que peut-être pas dans les proportions américaines, mais vous dites grosso modo que la justice en France peut agir au niveau des candidats, je dis pas va le faire, comme les réseaux sociaux, les grandes plateformes privées américaines ont agi pour les politiques, pour Trump et autres. Écoutez, on va demander à François Fillon ce qu'il en pense et à ses équipes. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolé, la procédure contre François Fillon, quelques reproches qu'on puisse faire à François Fillon, hein, elle s'est déroulée au tout début dans le but de le disqualifier. Bon, est-ce que ça peut se reproduire ? On peut avoir quelques inquiétudes. Hein. Je vais parler de Marine Le Pen, pour laquelle je n'ai jamais voté. En 2002, j'ai même été jusqu'à voter Chirac. Hein. J'avais voté communiste au premier tour, puis j'ai voté Chirac contre Jean-Marie au deuxième. Un jour, on l'accuse d'être pire que Daesh. Donc, je crois que c'est Bourdin qui avait fait ça. Donc, elle publie une photo avec une horreur de Daesh, hein, ce qui était peut-être pas très malin. Hop, elle l'enlève. Elle est poursuivie pour avoir, soi-disant, montré des horreurs à des enfants. C'est une législation de protection de l'enfance. Et on l'envoie chez le psychiatre. Alors qu'elle a eu 11 millions de voix et qu'elle est le premier parti d'opposition en France, je veux dire... Bon, et aujourd'hui, ces procédures se déroulent toujours. Hein. Elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel, je vous signale. Donc, est-ce que les processus démocratiques de choix du président de la République en France sont à l'abri des interventions judiciaires ? Je ne sais pas. Vraie question. Allez, on continue de vous donner la parole à vous aussi, au 0826 300 300. On va donner la parole à Philippe de Fontainebleau. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Berkoff, Monsieur Castelnau, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Parce que j'ai un réseau très médiocre. Non, on vous entend bien Philippe, allez-y. Non. Parce que si jamais la communication est mauvaise, je préfère que quelqu'un prenne la parole et s'exprime correctement pour... vous avez raison. Non mais allez, là on vous entend bien, allez-y. Alors, je voulais vous dire, tout ce que vient de dire M. Castelnau et tout ce que je vois depuis que je suis, on va dire, ce qui se passe dans mon pays et que je m'intéresse au fonctionnement de mon pays. Voilà, moi j'adore mon pays, j'adore la France. Je suis déjà intervenu plusieurs fois sur votre antenne. Je vous annonce, j'ai fermé mon compte Twitter, c'est pour ça que je voulais intervenir. Oui. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai fermé. Voilà. J'ai fini par faire le raisonnement que moi, à mon niveau, je suis un petit influenceur. J'avais 1000 abonnés. Vous voyez, dans le monde de Twitter, je représente que dalle, ou presque rien du tout. Je suis insignifiant. Par contre, j'allais y chercher de l'info. Je lisais les articles de M. Berkoff, je lisais les tweets de M. Berkoff, je lisais aussi les choses que publiait M. Castelnau, Yvan Rioufol, même des gens de gauche, de droite, Ruffin, etc. Voilà. Et je me faisais mon avis. D'accord ? Ouais. Mais depuis un moment, je me suis aperçu petit à petit, et je me dis,
Voilà, ça fait légèrement que je me dis, ces GAFA, on les a fait naître, ils sont nés à la base avec des idées très très saines, sauf qu'aujourd'hui, elle a fait la richesse des gens qui en sont détenteurs. Et aujourd'hui, ces gens-là, alors je rejoins votre analyse. Il y aura demain, ce sera le combat des souverainistes vers ou contre les mondialistes. Et je vais vous dire, tous ces GAFA, Facebook, alors moi j'ai tout fermé. Le seul réseau que j'ai gardé, c'est LinkedIn, parce que professionnellement, il m'est utile. Donc tous ces réseaux-là, aujourd'hui, ils servent le mondialisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je l'ai fermé définitivement. J'ai fait 3 posts. Alors ça n'a rien à voir avec Trump. Hein. Vous savez quoi, Trump, j'ai mon avis, et ça me regarde, et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Non mais revenez. J'ai fait 3 posts concernant le Covid et ce qui se passe en France aujourd'hui. Par des constatations et ce que je vis moi au quotidien. Je suis allé à l'hôpital parce que j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital. D'accord ? Et j'ai eu le malheur de publier que j'étais allé à l'hôpital et que j'avais constaté que l'hôpital n'était pas si débordé que ça. D'accord. Et que les urgences n'étaient pas si... Et vous l'avez écrit, vous avez posté. D'accord. Voilà. Et chose d'habitude, comme je ne suis pas un gros influenceur, en règle générale, j'ai eu 1 ou 2, 3 échanges ou 3 notifications. Je me suis fait bombarder par des pseudo-comptes à 10-15 abonnés, insultés, du con, ignare, mouton. Alors je leur ai répondu gentiment parce que sur ce site je n'ai jamais été grossier. Je leur ai dit écoutez, votre avis vous avez le droit, mais à du con tu comptes toi-même. Quand l'autre me traitait de mouton, je lui ai dit écoutez, je suis peut-être le mouton de ceux qui pensent pas comme vous, mais vous êtes bien le mouton de ceux que... Et donc vous avez conclu qu'on ne pouvait même plus dire quelque chose comme ce que vous avez dit, qui est un témoignage sans se faire insulter, vilipender, etc. C'est fini, M. Berkoff, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi moi, qui suis un petit influenceur, je suis bombardé d'injures, etc. Et à côté de ça, vous avez des gens, des grands hommes d'État, Erdogan, tous les mots là, ils sont là-dessus, ils veulent bombarder l'Israël nucléaire, etc. Mais moi, et donc, voilà. Donc si vous n'êtes pas comme ces gens-là, eh ben vous êtes censurés. Alors moi, je vous dis, les GAFA, ce sont... Alors, M. Castelnau, je m'excuse par rapport au terme que j'ai envoyé, mais je pourrais donner un autre régime. Les GAFA sont devenus les communistes numériques de notre temps. Staline, en son temps, il envoyé au goulag et il dessoudait à tour de bras qu'on n'était pas d'accord avec vous. Là, aujourd'hui, ils censurent. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, j'ai fermé mon compte, j'ai voulu regarder ce qui se passait sur Twitter quand vous fermez votre compte. Que si vous voulez récupérer votre contenu, donc ça veut dire que même ce que vous publiez ne vous appartient plus. Je dois leur demander la permission. Et quand je veux aller chercher d'autres endroits pour me renseigner, m'informer, essayer de communiquer, allez essayer de trouver un autre endroit. Google vous censure et interdit tout accès à tout autre média qui n'est pas avec sa pensée. Essayez d'aller voir sur Parleur, essayez d'aller voir sur Gab, etc. Donc moi, vous savez ce qu'il me reste ? Il me reste ma voix de citoyen français aux prochaines élections. Allez tous voter, arrêtez de rester chez vous, allez tous voter, allez tous voter, quand 400% des votants iront voter, et que 80% très bonne chose, Philippe, vous avez raison. Des votants nuls ou blancs, ou qui ne représenteront que nous-mêmes, les politiques seront obligés de se remettre en question. Et aujourd'hui, M. Castelnau, bravo, M. Berkoff, vous êtes nos défenseurs de nos droits, de nos libertés, de nos expressions, et vous allez nous aider à combattre ça. Moi, je suis un petit rien du tout, et je sais que je ne pourrai rien faire. Alors je vais fermer mon compte, je vais lire, je vais m'inscrire, je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis mon inculté, que je suis arrivé dans ce pays. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les Macron sont arrivés au pouvoir par médiocrité, par volonté du médiocre, de pouvoir l'égalité tout pour tout, alors que moi je m'en fous. Moi je veux un noir au président, mais qui soit compétent. Je veux une femme blanche. On est d'accord. On est d'accord. J'en peux plus. Je comprends, Philippe. Vous avez fermé votre compte, mais vous allez l'ouvrir et vous allez continuer à l'ouvrir. Et vous avez raison, aux urnes, citoyens. Je voudrais juste un mot. Juste une petite remarque, histoire de détendre l'atmosphère, et qui est intéressante sur les réseaux. Vous savez que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui est le concurrent chinois d'Amazon, il est intervenu, ça a déplu au gouvernement chinois et on lui a dit de rester chez lui, qu'on ne voulait plus l'entendre. Et donc j'avais mis sur les réseaux, aux États-Unis, le milliardaire fait taire le président. En Chine, le président fait taire le milliardaire. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Parce que tout le monde l'a pris au premier degré. C'était une blague, quoi. Tout le monde l'a pris au premier degré. En tout cas, ce qui n'est pas une blague, c'est le livre de Régis de Castelnau, Une justice politique. Lisez-le, il vous ouvrira.
Et puis, merci à vous, André Berkoff. Merci à vous, Régis de Castelnau. André, évidemment, on vous retrouve demain à midi. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Quel est notre rapport à la séduction ? Sud Radio.